Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. À l'occasion de la journée de la langue française instaurée par l'UNESCO, je vous raconte l'histoire d'une figure de la littérature, celle d'une femme née au XIXe siècle mais qui, avant 1914, a lutté pour faire publier ses romans et pour exister sans les hommes. Il s'agit de Colette. Oui, Colette, un prénom tout seul. Il claque comme un coup de fouet. Et il deviendra un des plus grands noms de notre littérature. En plus de 40 volumes, son talent couvre la première moitié du XXe siècle. Mais cette gourmande de la vie fut aussi actrice, mime et journaliste. Une carrière hors norme pour l'époque. À Paris, un soir de novembre 1907, le théâtre de l'Apollo est en ébullition. Sur la scène, deux femmes s'embrassent d'une manière goulue. Le titre de la pièce était prometteur, La chair. Le public s'est précipité. Malgré un grand chahut et les plaintes des ligues de vertu, et grâce à ce scandale, ce mimodrame sensuel sera joué plus de 600 fois, y compris à Bruxelles et à Genève, avant de partir pour une nouvelle tournée dans le midi de la France. Qui sont donc ces deux femmes osant ainsi braver la morale officielle de la Troisième République ? La première, surnommée Missy, est la fille du duc de Morny, donc une nièce de Napoléon III, ex-marquise de Belbeuf, une Parisienne. La seconde est née dans l'Yonne, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, le 28 janvier 1873, une bourguignonne. Gabrielle Sidonie sont ses prénoms. Colette est le patronyme de son père, un ancien capitaine des Zouaves amputé d'une jambe et devenu percepteur. Mais c'est sa mère, surnommée Sido, la personne essentielle de son enfance. Elle lui a transmis l'amour de la nature et des animaux. Elle lui a appris à voir en lui répétant « Regarde ». Et c'est encore de sa mère que la fillette a hérité l'accent rocailleux roulant les airs qu'elle ne perdra jamais. Un accent atroce, disait-elle, qui l'empêche de dire un texte au théâtre. Le public parisien rirait ou ne comprendrait rien, et l'oblige à se contenter, sur scène, de mimer des rôles. Mais cette femme, souvent habillée en homme avec cravate, gilet et cigarette, n'est pas qu'une provinciale scandaleuse qui voulait choquer Paris. Après avoir obtenu son brevet élémentaire à Auxerre, elle épouse Henri Gauthier-Villard qui se fait appeler Willy. Elle a 20 ans, il en a 35. C'est un viveur mondain qui l'initie à l'amour charnel. Il est son contraire. Il n'aime que la ville, la vie parisienne et écrire. Si elle souffre de son inconstance, c'est lui qui lui apprend le métier d'écrivain, la discipline de ce travail. Elle a l'impression d'être en prison. Willy ne la libère que lorsqu'elle a noirci des pages et des pages qu'il exige de lire et qu'il corrige. Malgré ce régime sévère, elle l'aime et elle reconnaît qu'avec lui, elle apprend beaucoup. Et c'est ainsi qu'elle rédige ses premiers romans. À l'instigation de son mari, 4 titres de la série des Claudines paraissent entre 1900 et 1903. Ils sont seulement signés Willy. Personne ne se doute qu'il n'en est pas le véritable auteur. Sa femme les a écrits avec le concours discret d'un célèbre chroniqueur gastronomique, Maurice Edmond Saillant, connu sous le pseudonyme de Kurnonski. Ce n'est qu'en 1904 que l'épouse de Willy ose faire publier un livre sous son seul nom, 7 dialogues de bêtes. Une première émancipation féminine et une revanche sociale. Elle s'échappe du mensonge. Colette, avec le seul nom de son père, entre ainsi officiellement en littérature. Cette ambiguïté ne lui déplaît pas. Si les animaux comme Toby Chien et la chatte Kiki la Doucette tiendront une place de choix dans son œuvre, elle évoquera souvent l'échec de l'amour. Elle dénoncera les exigences des sens au détriment des élans du cœur et de la sensibilité. Elle dira même « L'amour n'est pas un sentiment honorable ». Déçue dans sa vie d'épouse, Colette revendique sa liberté d'action et de mœurs. Son mari veut l'obliger à signer ses livres Colette Willy, une façon de dire qu'elle lui doit beaucoup et que sans lui, elle n'écrirait pas. Face à ce mensonge, elle se permet une nouvelle émancipation, elle vit avec une femme. Et pas n'importe laquelle, comme je vous l'ai dit. Mais cette situation, jugée scandaleuse, excite Willy. C'est un voyeur. Si une femme courtise la sienne et obtient ses charmes, il ne s'estime pas trompé. Et si Missy entretient son épouse comme une cocotte, il s'en amuse. Colette, elle, prend goût à ses provocations avec un mélange de pudeur et de naïveté dans l'exhibition.
Mais ainsi, en préférant Missy à son mari, elle se rend coupable, selon le Code civil, d'abandon du domicile conjugal. Divorcée en 1906, Colette doit gagner sa vie. À cause de son accent bourguignon, elle devient mime et débute au Moulin Rouge, une période qu'elle décrira dans La Vagabonde et L'envers du music-hall. Les audaces de sa vie personnelle se poursuivent sur la scène. En effet, si elle ne parle pas, ce qu'elle montre, suggère et raconte par le geste vaut tous les discours. Tout Paris parle du baiser de ces deux femmes devant une salle comble. Avec le succès de ce mimodrame sensuel, il rapporte 1000 francs en 15 jours à Colette qui en a bien besoin, sa carrière sur les planches démarre réellement. Elle part en tournée dans le Midi 4 mois après la création. Toutefois, l'écriture reste sa grande passion. Elle publie en 1908 Les Vrilles de la Vigne. Elle n'est pas bourguignonne pour rien et apprécie les bons vins. Le livre paraît d'abord en feuilleton dans la vie parisienne, orné de coquins dessins de femmes légères. Puis vient L'ingénue libertine en 1909, un texte semi-autobiographique. Fin 1910, Colette rencontre un de ses admirateurs, Henri de Jouvenel. Il est l'un des rédacteurs en chef du grand quotidien Le Matin. Il lui ouvre les colonnes de son journal. Colette commence une importante carrière dans la presse et il se marie le 19 décembre 1912. Pour la société mondaine et littéraire, alors très liée, et un certain tout Paris, Colette devient aussi la baronne Henri de Jouvenel. Mais elle a heureusement conservé son accent et son amour de la campagne. La rustique baronne, mais qui est si fine d'esprit, surprend ses invités en brassant de ses mains, imbibées d'huile d'olive, les feuilles d'une salade pour, comme on dit alors, la fatiguer. En 1913, Colette, âgée de 40 ans, est enceinte. Elle aura une fille qui sera surnommée Belgazou. Le mariage de Colette lui fait connaître le monde compliqué de Marcel Proust. Entre Nice et Monaco, elle enchaîne les mondanités à un rythme épuisant. Mais Colette est très professionnelle. Passant d'un spectacle à l'écriture, elle rappelle combien la discipline des deux activités est implacable. Ce n'est pas parce qu'on est presque nu sur une scène qu'on va se livrer à toutes les débauches une fois le rideau tombé. On se réserve pour le public et le lecteur, sinon on ne tient pas. Et, comme au cirque, qu'elle aime, on ne triche pas. Un temps heureux, écrira-t-elle plus tard. Colette ne renie jamais son passé, c'est encore une manière d'affirmer sa liberté. En 1923, Colette, qui à cause de la guerre et de l'absence des hommes a organisé une vie entre femmes, publie Le blé en herbe, un roman qui est à la fois un hymne à la douceur féminine et le récit de la passion mouvementée de deux adolescents qui ont grandi ensemble. À nouveau, Colette fait scandale. Mais qu'a-t-elle fait sinon raconter ce qu'elle éveille d'essence chez les jeunes ? Il est vrai qu'il y a aussi dans ce livre une femme mûre qui fait l'éducation du jeune homme. Dans cet ouvrage, Colette se souvient de cette remarque de Balzac : « Le premier amour d'un homme est souvent le dernier amour d'une femme. » En effet, il y a plus grave. D'un précédent mariage, Henri de Jouvenel a eu un fils, Bertrand, né en 1903. Colette vit une passion ravageuse avec lui. Elle a 47 ans, il n'en a pas 17. Elle pourrait être sa mère, elle devient sa maîtresse. Cette passion scandaleuse dure 5 ans. On ne sait si c'était pour se venger de son mari volage. Mais pour la première fois, l'homme qu'aime Colette lui est fidèle, sans effort. Pour Colette, il est celui des hommes qui sauvent l'honneur. Cette situation est scabreuse, elle rappelle évidemment Le blé en herbe et lui inspirera 2 livres, Chérie et La fin de Chérie. Entre-temps, comme on pouvait s'y attendre, Colette est de nouveau divorcée en 1924. Le baron ne supportait pas d'être trompé par son propre fils. Colette osera jouer sur scène le rôle de Léa, en fait c'est elle, dans la pièce tirée du roman. Et comme elle l'avait prévu dans La fin de Chérie, Bertrand la quitte pour se marier. Romancière, Colette avait imaginé tout ce qu'elle allait vivre comme femme. En 1935, Colette se remarie avec le journaliste Maurice Goudquette, rencontré 10 ans plus tôt. Il a 46 ans, elle en a 62. En 1936, elle est élue à l'Académie royale de Belgique au fauteuil de Anna de Noailles. Le 12 décembre 1941, la Gestapo arrête Maurice Goudquette parce qu'il est juif. Transféré au camp de Compiègne, il est libéré le 6 février 1942.
Colette est intervenue auprès de l'ambassadeur allemand à Paris, Otto Abetz, dont l'épouse, française, est une admiratrice de Colette. On dit aussi que le gouvernement de Vichy a également demandé la libération du mari de Colette. En 1944, elle publie Julie de Carneillan, portrait d'une aristocrate et amazone qui a connu des jours meilleurs. La même année, elle écrit Gigi. Le 2 mai 1945, à l'initiative de Sacha Guitry, Colette devient, après Judith Gautier, la deuxième femme membre de l'Académie Goncourt. Elle présidera la célèbre institution. En 1947, elle abandonne les romans à la troisième personne. Elle écrit « Je » dans L'Étoile Vespère, puis dans Le Fanal Bleu en 1949. À partir de cette année 1949, Colette est immobilisée chez elle par une terrible crise d'arthrite aux jambes. L'Académie Goncourt se transporte chez elle pour délibérer. Son troisième mari est d'un dévouement exemplaire. Elle vit pratiquement sur ce qu'elle appelle son divan radeau, un canapé aménagé pour lire et écrire un peu, trop peu, au milieu d'une collection de presse-papier. Ses fenêtres donnent sur les jardins du Palais Royal, un monde clos qu'elle aime. Elle est stoïque. Jean Marais va souvent la voir car il va reprendre le rôle de Chéri. Il vient chez elle répéter son texte. Elle lui dit « Tu es le seul qui ne me fait pas mal quand il m'embrasse ». Ayant beaucoup séjourné dans la principauté de Monaco, elle accepte, à la demande du jeune prince Régnier III, d'être la présidente d'honneur du conseil littéraire de la principauté, officiellement créé le 15 janvier 1951. Plusieurs académiciens français en font partie, dont André Mauroy et Marcel Pagnol. Colette va apporter son prestige, son autorité, son expérience à une initiative culturelle d'envergure. L'amitié complice entre le prince Régnier et Colette se vérifie par la jolie déclaration qu'elle lui avait adressée lors de son avènement. « Monseigneur, vous êtes le souverain d'un pays dont les frontières ne sont que des fleurs. » Jusqu'à la fin, Colette garde son âme d'enfant, parle avec les oiseaux du jardin. Elle les nourrit. Ils font toutes sortes de dégâts sur les arcades du Palais Royal, mais on ne peut rien interdire à une femme qui ne s'interdisait rien. Elle raconte qu'elle habite dans un nuage et discute gastronomie avec Raymond Oliver, le chef du Grand Véfour en bas de chez elle, qui lui prépare des soupes aux herbes. Elle ne se plaint pas de son infirmité. L'ancienne journaliste, critique dramatique et même correspondante de guerre est envahie de journaux. Petit à petit, ils ne seront plus dépliés, froissés, ils ne seront plus lus. Elle, qui a tant bataillé contre les mots fugitifs et rebelles, n'a plus son entêtement de dompteur littéraire. Elle répétait aux jeunes du métier qui lui demandaient ses conseils « Oui, il faut dompter les mots ». Colette ne peut plus écrire. Désespérée, elle explique à une amie « C'est que je n'ai rien, plus rien à dire, sans doute ». Le 20 avril 1953, André Marie, éphémère président du Conseil de la vacillante 4e République et ministre de l'Éducation nationale, lui remet la plaque de grand officier de la Légion d'honneur. Elle est la deuxième femme après la maréchale Lyautey ayant accédé à cette dignité. 3 mois plus tard, le 16 juillet, elle reçoit les comédiens du film qui sera réalisé par Claude Autant-Lara, adapté du Blé en herbe, Nicole Berger et Pierre-Michel Beck. Edwidge Feuillère interprète la Dame en blanc. Au début de 1954, la sortie du film provoque tollé et protestation. À 80 ans, Colette est toujours jugée scandaleuse. On apprécie ou on admire la romancière sensuelle mais pudique, impitoyable bien que compréhensive, sans illusion ni foi, mais ignorant la désespérance. Elle s'éteint doucement au soir du 3 août 1954, à temps pour être dans toutes les éditions des journaux du lendemain. Pour une fois, elle n'a pu savourer le potage de légumes qu'allait lui monter, comme il le faisait souvent, Raymond Oliver. Dans l'ultime période de sa vie, elle n'a failli se fâcher qu'une fois. C'était à son avant-dernier anniversaire. Le gâteau qu'on lui offrait n'avait que 8 bougies au lieu des 80 qu'elle espérait. Colette n'aimait pas tricher. Si cette plongée au cœur de l'histoire de la littérature vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio.
Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.